bonjour à chacun et chacune, puisque peut-être y aura-t-il aussi des auditrices sur Facebook. Nous allons maintenant, donc, dans le cadre de ce cours de philosophie morale, que je vais présenter avec Xavier et mon confrère, étudier la partie de l'éthique appliquée, après avoir parcouru les grandes avenues de la philosophie morale fondamentale. Nous allons nous pencher sur 5 domaines de l'éthique appliquée à partir de ce livre manuel, la philosophie éthique, enjeux et débats actuels, publié aux éditions de l'ERPI, collection philosophie, édition pédagogique canadienne, manuel donc publié par Michel Métayer, qui en est donc à sa 4e édition. Je vais le donner directement à Xavier pour qu'il puisse suivre. Il n'y aura plus de feuille de route pour les 5 derniers chapitres, puisque ce manuel, que vous trouvez à la bibliothèque du séminaire, et que vous pourrez certainement consulter, et peut-être que certains d'entre vous en ont un, ce manuel est très bien fait, et il présente plein d'outils pédagogiques. C'est vraiment un manuel pédagogique qui présente des outils pédagogiques, des exercices, des exemples, des synthèses, des questions qui suscitent la réflexion, autant d'outils pédagogiques que vous pourrez utiliser pour étudier la matière. Le premier chapitre est celui consacré à l'éthique des affaires. L'éthique des affaires, on en parle souvent au journal parlé, dans nos conversations. Peut-on tout faire quand on fait des affaires? Est-ce que vraiment l'argent n'a pas d'odeur? Certains diraient que le monde des affaires n'obéit qu'à une seule loi, celle du profit, et qu'il n'y a donc pas dans le monde des affaires de préoccupation morale. Les promoteurs de l'éthique des affaires aujourd'hui doivent encore se battre contre une idée très profonde, ancrée dans l'esprit de nombreux dirigeants d'entreprises, celle que le monde des affaires bénéficie d'une sorte d'immunité morale, le seul but étant la rentabilité maximale. Quand on fait des affaires, ce qui compte, c'est de faire de l'argent. Il n'y a pas de morale qui doit venir entraver le cours des affaires. Le monde des affaires bénéficie d'une sorte d'immunité morale. Cette idée est battue en brèche aujourd'hui parce que nombre de personnes se rendent compte, suite notamment à divers scandales, suite à des problèmes sociétaux que l'on rencontre, que le monde des affaires n'est quand même pas indépendant par rapport à la morale. Mais nombreux sont les exemples qui montrent que bien souvent le monde des affaires semble se comporter comme s'il était immunisé contre la morale, et que ce qui compte c'est l'argent avant la morale. Combien de contrats ne sont-ils pas signés avec des puissances à la moralité douteuse en raison des bénéfices économiques qu'ils rapporteront? On veut bien signer des contrats avec des États qui, par ailleurs, ne respectent pas telle ou telle exigence morale, considérée comme une exigence morale par la conscience collective actuelle, dans sa grande majorité, pour avoir de l'argent. Certains traders n'hésitent pas à acheter des actions douteuses et à les revendre 2 heures plus tard, utilisant leurs compétences mathématiques pour faire de l'argent. Peu importe les actions qu'ils achètent, ce ne sont que des chiffres. Ces actions sont des actions
d'entreprises douteuses, mais ce sont avant tout des chiffres qui leur permettent de monter, de maximiser les bénéfices, et ils les revendent de toute façon 2 heures plus tard. Ils se lèvent le matin, ils ne les ont pas, ils se couchent le soir, ils ne les ont plus. Ils les ont eu 2 heures pendant la journée parce que cela leur permettait, dans leur équation mathématique, de maximiser leurs bénéfices. Et puis, le caractère douteux des entreprises dont ils ont acheté les actions ne les empêche pas de dormir. On constate dans le monde des affaires l'influence considérable de l'analyse coût-bénéfice dans les décisions d'affaires. On fait la balance entre les coûts et les bénéfices, et c'est ce qui compte. Et les dirigeants d'entreprise sont enclins à traduire tous les aspects d'une décision à prendre en termes financiers. Prenons un exemple proposé par le manuel, le cas de la Pinto de Ford, exemple devenu célèbre. Xavier, est-ce que tu peux lire ici ce qu'il y a en gras, page 203-204. Un petit récit qui va nous introduire dans la problématique. Ah oui, ceci. Oui. Tout. Si. Ok, très bien. Alors, dans les années 1960, le fabricant d'automobiles Ford Motor Co. souffrait de la rude concurrence que lui faisaient subir les fabricants de sous-compacts, notamment les Japonais. Pour remédier à la situation, le président de l'entreprise, Lee Iacocca, décida en 1968 de produire une nouvelle sous-compacte, la Pinto, et de la mettre sur le marché dès 1970. Il réduisait ainsi à 24 mois le délai normal de production de 43 mois. Comme le style de l'automobile importait davantage que les exigences de l'ingénierie, on déplaça le réservoir à essence vers l'arrière, limitant ainsi l'espace de collision à moins de 25 cm. Des notes internes révèlent que les 8 premiers modèles d'essai ont été jetés au rebut parce que le réservoir à essence était rompu dans des collisions à des vitesses supérieures à 40 km/h. En septembre 1977, la National Highway Traffic Safety Administration, je ne sais pas si je prononce bien, commença une enquête après avoir reçu un grand nombre de plaintes à propos du réservoir à essence de la Pinto. L'examen de modèles antérieurs à 1977 lui fit conclure que l'emplacement du réservoir à essence exposait grandement celui-ci à débris à la suite d'impact. La compagnie Ford rappela en mai 1978 le 1,5 million de sous-compacts circulant sur le marché, mais précisa qu'elle n'était pas d'accord avec la conclusion de la NHTSA. Pourtant, pendant les 8 années que durèrent les ventes de la Pinto, au moins 53 personnes trouvèrent la mort dans des accidents au volant de cette automobile parce que son réservoir s'était rompu et que l'essence était enflammée. Pourquoi donc, se demande-t-on, à la compagnie Ford? La compagnie Ford n'a-t-elle pas déplacé le réservoir à essence de façon à rendre la voiture plus sûre? La question s'impose d'autant plus qu'une étude intitulée Fatalities Associated with Crash, bref, c'est un truc en anglais, réalisée par la compagnie Ford et conduite par J.C. Ecold, son directeur de la sécurité routière, établissait que à $11 par automobile le coût de cette correction. Mais l'étude ne s'arrêtait pas là. Elle justifiait la décision de la compagnie au moyen d'une analyse coût-bénéfice qui comparait les coûts de la modification du réservoir à essence avec les avantages qui pourraient en résulter: vies sauvées, blessures graves et perte de véhicules évitées. Plusieurs variables de l'analyse se prêtaient bien à une telle évaluation quantitative, mais comment sous-peser une vie humaine? Que vaut une vie humaine? Ford répondit à cette question en s'appuyant sur une étude de la NHTSA qui établissait que la société perdait $200 727 chaque fois qu'une personne était tuée dans un accident de la route.
Cette estimation incluait divers paramètres tels que la perte de productivité pour les années de travail perdues, les frais d'administration, les souffrances de la victime, estimées à $10 000, les frais funéraires, etc. Ford estimait qu'elle produirait au total 12 500 000 véhicules. À $11 l'unité, les modifications coûteraient donc 137 500 000 $. Les bénéfices, eux, furent évalués à 49 53 000 $, selon une prévision de 180 morts, 180 blessés graves et 2100 pertes de véhicules. Les coûts excédaient les bénéfices de 87 millions de $. La décision la plus rationnelle, selon Ford, était de ne pas procéder à la modification. Ajoutons qu'en 1971 et 1978, Ford dut faire face à une cinquantaine de poursuites judiciaires et même à une poursuite au criminel, dont elle fut acquittée. Ford maintint qu'elle n'avait rien à se reprocher sur le plan légal parce qu'elle avait respecté les normes de sécurité alors en vigueur. Ce qu'elle omit de dire, c'est qu'elle avait elle-même retardé pendant plus de 9 ans, par des pressions agressives, l'adoption par la NHTSA de nouvelles normes de sécurité plus exigeantes. Cette manœuvre venait renforcer le doute, voulant que la sécurité des consommateurs était vraisemblablement moins importante pour elle que la recherche de profit. Et bien que Ford puisse affirmer s'être conformé aux lois, une telle attitude peut être condamnée sur le plan moral. Il ne faut pas croire qu'un cas comme celui de la Pinto appartient seulement au passé. En 1993, la General Motors a été condamnée à verser des indemnités de plus de 100 millions de $ aux parents d'un adolescent mort dans un accident de la route. La cause de la mort aurait été un réservoir à essence défectueux. Dans ce procès, le jury fut partiellement sensible au témoignage d'un ingénieur du constructeur qui avoua que la compagnie savait depuis des années que l'emplacement du réservoir comportait un danger, mais qu'elle l'avait dissimulé et n'avait rien fait pour le corriger. Il faut lire les questions. Non. Voilà un exemple bien concret. Et ce n'est pas le seul exemple. Il y a encore bien d'autres exemples de cette utilisation de l'analyse coût-bénéfice qui va jusqu'à inspirer, dicter toutes les décisions, qui est vraiment l'argument décisif dans le chef du directeur de l'entreprise. Est-ce que c'est la position éthique, celle-là? Est-ce que c'est la morale des affaires que cette morale-là? On peut dire qu'il y a au moins une morale minimale inhérente aux transactions commerciales dans le monde capitaliste. Le marché économique capitaliste adhère à une éthique fondamentale de la liberté et de la propriété individuelle, ainsi qu'à une notion d'égalité formelle entre individus négociant librement entente et échange. Le marché économique capitaliste renvoie à des principes de base tels que le respect des contrats et des promesses, l'interdiction de la fraude et de l'extorsion. On doit payer ce qu'on a acheté, il y a une certaine honnêteté à avoir. Mais Ford a payé. Elle a estimé que c'était moins cher de payer pour les accidents que de changer son moteur de place. C'est une morale donc minimale et négative qui semble présider au fonctionnement du système économique capitaliste. Chacun ne vise que son intérêt personnel dans le respect minimal des droits d'autrui. Cela ressemble assez bien à l'éthique libertarienne. Pour les libertariens,
Les droits fondamentaux se limitent essentiellement au droit à la liberté et à la propriété. Et dans cette optique, on dira par exemple que ceux qui ont acheté une Pinto pouvaient très bien ne pas acheter cette Pinto. Ils étaient donc libres d'acheter un autre modèle. Ils ont pris la décision d'acheter cette Pinto. Ils étaient libres de ne pas le faire. Ford a respecté les lois en vigueur. Il n'a rien à se reprocher. Elle n'a rien à se reprocher. On dira dans cette optique libertarienne, par exemple, qu'un ouvrier qui accepte de travailler pour un salaire de misère dans des conditions dangereuses le fait librement, donc c'est moral. S'il n'est pas satisfait par ses conditions de travail ou par son salaire, il peut aller travailler ailleurs. C'est le principe de la liberté qui prime. Cette philosophie libertarienne a diverses origines et a trouvé une expression remarquable au XXe siècle en la personne de Robert Nozick, qui a vécu de 1938 à 2002. Robert Nozick, qui a prôné la philosophie que les anglophones appellent libertarisme, une défense opiniâtre du caractère absolu de la liberté individuelle, donc, qui va très loin. Les dirigeants d'entreprises dans le système capitaliste sont régulièrement enclins à limiter leur horizon moral à cette éthique négative en recherchant avant tout le profit et la rentabilité. Et cette tendance minimaliste, on l'a vu dans le cas de la Pinto de Ford, trouve son complément dans un légalisme étroit. Vous pouvez tout faire tant que c'est légal. Donc on doit surtout respecter la loi, rester dans les clous de la loi qui devient finalement une sorte de citadelle, et on la respecte de manière très procédurale, de manière à ne pas enfreindre la loi, pas avoir de problème, et alors c'est moral. On a respecté le contrat sociétal dans lequel nous étions. Il s'agit évidemment dans cette optique de limiter l'intervention de l'État à la forme et au respect des libertés. Ford a toujours respecté la loi dans le cas de la Pinto. Il a bien compris, le dirigeant de Ford, l'importance de l'ingénierie juridique, d'avoir des bons avocats, des spécialistes de toutes les procédures juridiques, qui connaissent bien tous les recoins de la loi et la manière de la faire jouer pour défendre l'intérêt de Ford. Il a bien compris aussi, le dirigeant de Ford, l'importance du lobbying pour retarder des modifications défavorables de la loi, pour faire pression sur le législateur et rester ainsi plus longtemps dans le cadre de la loi qui lui permettait de faire ce qu'il a fait. Mais est-ce moral une telle attitude? On peut franchement se poser des questions. Pour justifier leur position, les partisans de ce genre d'attitude font généralement appel à l'argument de la main invisible d'Adam Smith, économiste qui a vécu de 1723 à 1790 et qui est considéré comme un des pères du système capitaliste.
Et selon cet argument de la main invisible, en laissant chacun faire ce qui lui rapporte, en laissant chacun suivre ses intérêts égoïstes, le marché, dans son ensemble, d'une manière globale, parvient tout naturellement à créer le plus grand bien-être pour le plus grand nombre de personnes. Car une sorte de main invisible, providentielle, fait en sorte que le marché capitaliste transforme l'ensemble des motivations égoïstes des individus en un système globalement au bénéfice de tous. Cet argument de la main invisible est au fondement de la position dite utilitariste. Et c'est cette philosophie utilitariste qui est à la base de l'économie capitaliste dans laquelle nous vivons aujourd'hui. L'utilitarisme a des pères connus dans la tradition philosophique. Jeremy Bentham et John Stuart Mill, deux Anglais. Le premier, Jeremy Bentham, a vécu de 1748 à 1832 et il a été un moraliste de l'utilité. Pour Bentham, la moralité d'une action doit être établie par un calcul rationnel d'utilité. Ce qui est moral, c'est ce qui est utile, et ce qui est utile, c'est ce qui procure du plaisir ou du bonheur. Plus tard, John Stuart Mill, qui a vécu de 1806 à 1873, reprend Bentham, se distancie de lui sur certains points, mais reste fondamentalement dans la même ligne. Il se distingue de Bentham notamment sur le point suivant. Pour Bentham, tous les plaisirs se valent, pour Mill, tous les plaisirs ne sont pas égaux. Il y a des différences qualitatives entre les plaisirs. Certains plaisirs primaires ont moins de valeur, certains plaisirs supérieurs, intellectuels, ont davantage de valeur, mais dans l'ensemble, lui aussi, se base sur cette idée d'utilité pour développer sa philosophie morale. Il est aussi un utilitariste, et même un auteur très important dans l'école utilitariste. On voit que cette morale a des racines hédonistes, du grec hédoné, le plaisir. On cherche l'utilité, et cette utilité est comprise comme quelque chose qui procure le bonheur, l'épanouissement, le plaisir, d'une certaine manière. Je vous invite maintenant à répondre peut-être à la question suivante. Comment peut-on contre-argumenter cette philosophie utilitariste qui préside à la construction du système capitaliste? À ton avis, Xavier, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour contrer cette vision des choses? Mais passer plutôt par une vision du bien commun. Oui. Semble-t-il. À froid, là, c'est difficile. Hein. Oui. Est-ce que, par exemple, l'histoire a donné raison à ces auteurs? Pas toujours. Pas toujours, oui. Je veux dire comme ça, à froid. Oui, mais donc on peut considérer que l'histoire, ça fait maintenant 2 ou 3 siècles qu'on expérimente ce système capitaliste. Est-ce qu'on peut dire que globalement on a augmenté le bonheur du plus grand nombre de personnes dans l'humanité?
ça ne fonctionne, enfin évidemment ça fonctionne que si on a une sorte de croissance générale, quoi. Oui, c'est l'idée, hein, que globalement, la croissance va permettre la réussite. Mais ouais, il faut toujours que le riche devient plus riche, le pauvre peut-être un peu moins pauvre, mais toujours avec les mêmes distances, quoi, on va dire. Oui, et même on constate que bien souvent les riches sont devenus de plus en plus riches et les pauvres sont restés bien pauvres. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y ait eu aucun fruit, hein. On peut dire quand même que ça a contribué à des progrès, hein, dans divers domaines. Est-ce qu'il n'y a pas une facture qui est très lourde à payer, par exemple, au niveau de l'environnement? Hein, il y a des dégâts collatéraux quand même énormes. Hein. On épuise les ressources de la planète. Il y a aussi des contre-arguments un peu théoriques et techniques parfois, qui disent que, en fait, le système de la concurrence parfaite, hein, où chacun cherche véritablement son propre bonheur avec une sorte d'égalité de chance d'y arriver, n'existe pas. Ça n'existe pas. À un moment donné, il y aura toujours... le bonheur qu'on voudrait atteindre va toujours piétiner quelqu'un. Aussi, c'est ça, hein, c'est ça. Il y a toujours des sacrifiés, la Maxime le dit d'ailleurs, le plus grand bonheur possible du plus grand nombre possible de personnes, mais le plus grand nombre possible de personnes, ce n'est pas toutes les personnes. Donc voilà, c'est un système qui a apporté un certain progrès probablement dans l'histoire de l'humanité, mais qui a eu beaucoup quand même et qui continue à avoir beaucoup de dégâts collatéraux. C'est ainsi que bien souvent, cette vision capitaliste n'a pas été mise en œuvre à l'état pur, mais a été corrigée dans bien des États par des accents plus socialistes. C'est vrai que du coup, ces corrections viennent aussi parce qu'elles ne tiennent pas compte du fait que l'homme ne peut être heureux tout seul, quoi. Oui. Donc à un moment donné, son bonheur est confronté au malheur des autres, quoi. Voilà. Il n'est pas une machine froide qui peut s'endormir le soir en faisant abstraction de manière absolue. On va dire c'est peut-être même encore quelque chose d'égoïste, hein, mais heureusement que c'est là, quoi. Qui fait qu'on n'accepte pas le modèle jusqu'au bout. Oui. Et puis justement, qu'est-ce que le bonheur? Ça aussi c'est une des limites. Peut-être d'ailleurs John Stuart Mill, qui s'est distingué de Bentham sur ce point, nous fait réfléchir. Qu'est-ce que le bonheur? Quels sont ces biens utiles qu'il faut poursuivre? Est-ce que ce sont des biens primaires, des biens supérieurs? Est-ce que le bonheur, c'est pas aussi justement de faire plaisir aux autres, d'aider des personnes dans le besoin, plutôt que de chercher son propre épanouissement? Enfin, je crois que le bilan est mitigé, quoi. Le bilan est mitigé. Il y a des bons côtés. Le fait d'encourager chacun à chercher à se dépasser, à chercher son épanouissement, sa croissance, à apporter certaines choses. Mais en même temps, il y a des dégâts collatéraux. Il y a divers problèmes. À cela, évidemment, les partisans de la théorie de la main invisible répondent en disant que laisser faire le système est plus efficace pour éliminer les problèmes que de faire intervenir l'État. Quand on fait intervenir l'État, les problèmes sont pires encore, disent-ils. Il faut mieux laisser faire le système et s'il y a des problèmes, le système va s'autoréguler. S'il y a de la fraude, il y aura des plaintes et les fraudeurs vont être éliminés, etc. Est-ce que c'est pas un peu idéaliste?
dans la réalité concrète, on remarque que bien souvent les forts gagnent toujours et les faibles perdent. Et il y a beaucoup de dégâts collatéraux quand même. Les forts s'arrangent toujours pour avoir la loi de leur côté. Un défenseur important du néolibéralisme est Milton Friedman, qui dans un article publié dans le New York Times Magazine le 13 septembre 1970, explique que la responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits. La seule responsabilité d'une entreprise, écrit-il, consiste à utiliser ses ressources et à s'engager dans des activités destinées à accroître ses profits, pour autant qu'elles respectent les règles du jeu, c'est-à-dire celles d'une compétition ouverte et libre, sans duperie et sans fraude. Mais aujourd'hui, beaucoup s'accordent pour dire qu'une telle morale minimale, qui a encore trouvé une expression remarquable chez Milton Friedman en 1970, une telle morale minimale ne suffit pas. La responsabilité d'une entreprise, considère beaucoup aujourd'hui, est plus large et concerne toutes les parties intéressées par l'activité économique. Les actionnaires, mais aussi les employés, les clients, les fournisseurs, les concurrents, et la société civile ou la communauté régionale, nationale et même internationale, et finalement aussi les générations futures. Le profit économique n'est pas la seule responsabilité d'une entreprise de pétrole, par exemple. Mais il y a aussi, pense-t-on aujourd'hui, les générations futures. On ne peut pas produire du tabac avec davantage de nicotine pour en vendre plus si cela nuit à la santé des gens, en disant simplement « s'ils n'en veulent pas, ils n'ont qu'à pas l'acheter ». On ne peut pas exploiter les travailleurs en les faisant travailler dans des conditions épouvantables, en disant simplement « s'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent voir ailleurs ». Non. Beaucoup considèrent aujourd'hui qu'une telle morale ne tient pas la route, qu'il y a une responsabilité sociale de l'entreprise dont la mission n'est pas seulement de faire du profit, mais autre également. Une éthique de la direction d'entreprise autre se développe aujourd'hui à la faveur d'une prise de conscience collective qui s'est développée suite au constat de scandale. On a vu les salaires faramineux de certains dirigeants d'entreprises dans les dernières années et encore aujourd'hui. L'actualité donne des exemples nombreux de salaires faramineux de managers qui ont 400, 500 fois plus que l'ouvrier, et salaires qui, en plus, ne sont pas mérités, car ils ne sont pas octroyés dans des périodes où l'entreprise a fait des bénéfices. Les dirigeants d'entreprise partent avec des parachutes dorés, alors même que l'entreprise est au bord du gouffre. On a vu des fraudes criminelles qui sont le fait de chefs d'entreprise qui, sans scrupules, n'ont pas hésité à frauder, à donner des pots de vin, à fausser des chiffres, mettant des personnes sur la paille
des familles sur la paille, à la rue, et eux partant avec des sommes faramineuses, causant parfois des faillites catastrophiques. Tout cela a encouragé le développement d'une éthique de la direction d'entreprise. Tous les exemples de scandales financiers du début des années 2000 ont encouragé le développement de cette éthique des directeurs d'entreprise, de la direction des entreprises, où la responsabilité sociale de l'entreprise a eu une place plus importante. Ce qui est frappant, quand on analyse tous ces scandales financiers, c'est que le salaire des dirigeants et les rapports financiers trafiqués, frauduleux, étaient entérinés par des conseils d'administration ou des comités spéciaux complaisants, formés le plus souvent par d'autres dirigeants d'entreprise qui eux-mêmes étaient membres de conseils d'administration et qui établissaient ainsi des règles dont ils allaient pouvoir bénéficier à leur tour le moment venu. C'est donc une sorte de petite secte de managers, de dirigeants, d'administrateurs qui se soutenaient l'un l'autre, cédaient entre guillemets l'un l'autre, méprisant de haut, de très haut, avec beaucoup d'arrogance souvent, les personnes qui allaient être victimes de leur malversation, de leurs méfaits. L'ampleur et le nombre de ces scandales ont provoqué une sérieuse réflexion donc, sur les normes éthiques en vigueur dans le milieu des affaires. Et diverses avenues de solutions ont été suggérées. Les deux principales sont les suivantes. Il y a tout d'abord l'éthique des normes. Face à de tels scandales, une première réaction assez spontanée est d'établir des normes, des interdits, des limites. C'est donc une approche négative. On développe toute une réglementation pour imposer des limites, des normes, des interdits et soumettre ceux qui les violent à des sanctions sévères. Par exemple, on promulgue des lois plus sévères pour le fonctionnement des conseils d'administration. On établit des plafonds pour les parachutes dorés. On demande plus de transparence pour les rapports financiers. On impose de demander à 3 professionnels, quand il s'agit d'octroyer des marchés publics ou même privés, de manière à ne pas favoriser son ami. Tout cela est venu parce qu'on a voulu établir des normes plus sévères pour empêcher certains abus scandaleux dans le monde des affaires. C'est la première avenue de solution explorée. La deuxième avenue de solution explorée est celle de l'éthique des valeurs, approche positive. On ne mise pas tant sur des normes, des interdits, des limites que sur des idéaux, des valeurs à respecter, des grands buts. Et si on respecte ces valeurs, plus besoin alors de ces limites et de ces sanctions qui ne sont là que comme des garde-fous. On parle alors de culture d'entreprise qui passe moins par la voie des contrôles et des menaces de sanctions que par la pratique positive de l'encouragement, de récompense et de promotion. On fait par exemple davantage participer les employés à la gestion des affaires, on écoute leurs suggestions, etc.
de manière à susciter leur désir de participer à cette culture d'entreprise. Et on remarque que on a beau établir de nombreuses normes, si on n'a pas l'assentiment des personnes, certains arriveront toujours à contourner les normes. Dans le chef de ceux qui promeuvent une éthique des valeurs, on préfère donc miser sur l'assentiment des gens, de manière à éviter les abus. Une expression particulière de l'éthique des valeurs est l'éthique des vertus. Quand on développe l'éthique des vertus, on prône l'agir vertueux des individus. On prétend qu'on a beau durcir donc les règles et même proposer des sanctions fortes si les gens ne sont pas vertueux, ne sont pas attachés à des valeurs, si les individus sont vicieux, ne veulent pas respecter ces valeurs, ça ne marchera pas. Ils contourneront plus ou moins ingénieusement les choses et donc on mise sur les vertus. Les vertus des personnes et dès lors les vertus des chefs d'entreprise sont un critère déterminant pour les choisir. On pratiquera des examens plus profonds des candidats dirigeants en fonction de leur passé, de la façon dont ils ont vécu dans leur passé. Ont-ils été vertueux? On accorderait une plus grande place à la vertu dans les études de gestion, de management. On vérifiera comment certains candidats passent des tests de vertu mis en face d'un cas de conscience. Comment vont-ils réagir? Vont-ils opter pour la solution vertueuse ou pour la magouille? Vont-ils sacrifier une partie du bénéfice pour éviter de tomber dans le vice? Et on aménagera le fonctionnement de l'entreprise de manière à favoriser l'expression des vertus désirées. Travail en équipe, écoute des autres, transparence, reddition des comptes, etc. Lisons encore un exemple, page 212-213, où l'enjeu de l'éthique des dirigeants d'entreprise est extrêmement important. La lutte contre la corruption. La grande firme d'ingénierie québécoise SNC Lavalin a été sous les projecteurs en 2012-2013. Alors que les médias ont révélé sa participation à une série d'affaires de corruption, le chef de la direction de la compagnie, Pierre Duhem, a dû démissionner à la suite d'un scandale concernant le versement de 56 millions de dollars à des agents de représentation servant d'intermédiaire pour l'obtention de contrats en Libye. De nombreuses autres allégations de corruption impliquant SNC Lavalin dans une dizaine de pays ont amené la Banque mondiale en 2013 à radier SNC Lavalin et une centaine de ses filiales de tous les appels d'offres liés à des projets qu'elle finance pour les 10 prochaines années. Au Québec, la commission Charbonneau a pu établir que SNC Lavalin avait mis en place un système de contribution politique illégale au niveau provincial et municipal. En 10 ans, l'entreprise avait versé plus d'1 million de dollars dans les caisses du Parti libéral du Québec et du Parti québécois. La SNC Lavalin
n'est qu'un cas parmi tant d'autres, puisque la corruption est un fléau endémique à l'échelle internationale. L'organisme de surveillance Transparency International publie périodiquement un indice de perception de la corruption. Dans l'ensemble des pays du monde, selon l'indice de 2010, le Danemark serait le champion de la propreté et la Somalie figurant au 170e dernier rang serait le pays le plus corrompu. Le Canada fait relativement bonne figure en occupant la 9e place. Il faut dire que la corruption est pratiquement une manière normale de faire des affaires dans plusieurs pays où elle fait partie, pour ainsi dire, de la culture locale. Le fait que les salaires des membres de la fonction publique soient souvent très bas est un facteur qui contribue à créer un climat général de complaisance à l'égard de la corruption. C'est le cas notamment des pays émergents, comme actuellement un développement économique accéléré tel la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil. Il peut s'avérer difficile pour les entreprises étrangères désirant investir ou obtenir des contrats dans ces pays de le faire en restant propre. Les entreprises se trouvent dans un véritable dilemme éthique. Devrions-nous accepter de verser des pots de vin à des fonctionnaires, à des intermédiaires, à des membres du gouvernement ou à des partis politiques pour pouvoir faire des affaires dans ce pays? Les justifications que les entreprises corrompues peuvent invoquer sont bien connues. Nous ne faisons que nous plier aux règles et aux usages du pays ou de l'administration publique concernée. Ce n'est pas nous qui les avons faits. Deuxièmement, il n'incombe pas aux entreprises de changer la culture morale des pays, n'incombe pas aux entreprises de changer la culture morale des pays avec lesquels elles font donc affaire. Troisième point, si nous refusons de jouer le jeu, nous perdrons une occasion d'affaires et ce sont d'autres entreprises qui en profiteront. Car il est clair que si nous nous interdisons de participer à la malversation, d'autres le feront à notre place. Quatrième point, nous devons à nos actionnaires de ne refuser aucune occasion de développement de l'entreprise. 5. Corruption ou non, en investissant dans ce pays ou dans cette ville, nous créons des emplois et nous contribuons à son développement économique. Le versement de pots de vin est probablement la forme de corruption la plus répandue, mais il en existe une autre dans laquelle la responsabilité des entreprises est plus flagrante. C'est la formation de cartels, c'est-à-dire d'ententes illicites entre entreprises visant à éliminer la concurrence et à hausser les prix. Cette pratique est plus souvent justifiable car elle viole le principe de base du marché capitaliste, celui de la libre concurrence. Selon le rapport mondial de la corruption 2009 de Transparency International, 283 cartels privés internationaux ont été découverts entre 1995 et 2005. Ces cartels représentaient un chiffre d'affaires total de quelques 1200 milliards de dollars et les pertes économiques directes pour les consommateurs au travers de surfacturation étaient estimées à 300 milliards de dollars. La corruption existe également au niveau local, comme nous l'avons vu au Québec avec les scandales reliés à l'octroi de contrats aux entreprises de construction. Là aussi, la tentation peut être forte de recourir à des pratiques illicites pour faire prospérer son entreprise. Les compagnies de construction qui ont refusé de verser de pots de vin ou qui ne se sont pas joints d'un cartel à Montréal ou à Laval ont été exclus de l'octroi des marchés publics pendant de nombreuses années. Les arguments éthiques contre la corruption et les cartels sont nombreux. 1. Les paiements occultes renforcent la culture de la corruption au sein des administrations publiques. Les entreprises ne peuvent nier leurs responsabilités à cet égard. Deuxièmement,
Ils font obstacle à l'établissement d'une culture de liberté et de justice dans les pays affectés par ce fléau et ils minent la confiance que la population peut avoir dans les pouvoirs publics et les institutions démocratiques. Troisièmement, pour une entreprise, le fait de tremper dans la corruption ouvre la porte des pratiques frauduleuses internes. Le patron étant grand pour certains de ses membres, la tentation, étant grande pour certains de ses membres de profiter de transactions occultes pour s'emplir les poches au détriment de l'entreprise et de ses actionnaires. Quatrièmement, les cartels, en haussant les prix de façon artificielle, augmentent les coûts de développement des infrastructures et le coût des marchandises. Ce faisant, ils freinent le développement économique et ils accaparent des fonds publics qui devraient plutôt servir à fournir de meilleurs services à la population. Et cinquièmement, une entreprise qui commet des actes de corruption ou participe à un cartel met sa réputation en péril. De telles pratiques la rendent vulnérable au chantage et à l'extorsion et l'exposant à des poursuites judiciaires et à des sanctions coûteuses. Merci. Voilà donc tous les enjeux de cette éthique de la direction d'entreprise. Et dans le milieu des affaires, les dirigeants d'entreprise, il faut le reconnaître, doivent être courageux pour rester propres. Doivent être courageux pour être vertueux. Pour devenir un leader d'entreprise, il faut certainement avoir passé avec succès, je pense, un certain nombre de tests au cours desquels on a pu montrer qu'on peut avoir une attitude vertueuse, même dans des situations difficiles. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et malheureusement, les exemples ne manquent pas de dirigeants d'entreprises qui n'ont pas pu se passer de corruption, de pratiques de malversation, etc. Une autre question qui se pose en matière d'éthique des affaires est celle de la sécurité des travailleurs. Un autre cas. Est-ce qu'on peut tout demander aux travailleurs? Les libertariens diront, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aller voir ailleurs. Ils étaient libres de travailler. Ils ont signé un contrat. Mais il y a une autre argumentation inspirée de Hans Jonas, philosophe contemporain qui a beaucoup réfléchi à l'éthique de l'environnement que nous étudierons la semaine prochaine ou après les vacances de Pâques. Cet argument est celui de la responsabilité prospective. Et il tient en ceci, la responsabilité ne porte pas sur des actes passés seulement, mais sur les conséquences de ces actes. Il y a donc une responsabilité à l'égard du futur, de ce qui est à faire. Avant même d'avoir agi, on est responsable, et cela exclut la possibilité de ne rien faire. En ce qui concerne la sécurité des travailleurs, cet argument est fort. Je dois donc, selon cet argument, si je suis dirigeant d'une entreprise, avoir une vision prospective des choses pour envisager les risques encourus par les travailleurs et essayer d'y remédier. L'argument peut aller jusqu'à penser que l'État doit intervenir pour imposer une certaine sécurité au travail
si les entreprises n'y consentent pas, ce qui va à l'encontre de la philosophie néolibérale pure. Autre cas, la discrimination. Selon le principe libertarien, l'employeur est libre de choisir qui il engage et le candidat peut aller voir ailleurs, ne pas signer le contrat. Et donc, on peut facilement engager vraiment qui on veut et pratiquer une certaine discrimination en fonction du sexe, de la religion. Mais où est la limite? Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Certains diront non, 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 non. Mais en même temps, n'allons pas trop vite. Quand il s'agit d'un job de mannequin, est-ce qu'il ne faut pas favoriser une personne qui a un physique attrayant? Est-ce que on peut aller jusqu'à utiliser cet argument quand il s'agit d'engager une vendeuse dans un commerce de vêtements, par exemple, en prétextant que cela favorise la vente? Quelle position adopter dans de tels cas? Autre question posée par l'éthique des affaires, le respect de la vie privée. Là aussi, une question de morale se pose. Jusqu'où peut-on aller, quand on est chef d'entreprise, dans l'enquête concernant la vie privée de ses employés? S'il y a un problème dans l'entreprise, un problème de vol par exemple, peut-on mettre des caméras pour trouver le voleur? Certains diront que c'est interdit, d'autres diront que c'est tout à fait éthique, si c'est limité, si c'est vraiment pour sauver l'entreprise ou pour empêcher de nuire telle personne et que l'on utilise ce moyen un peu invasif dans un cadre bien précis, durant une période limitée, et en éliminant les données non pertinentes par après. C'est discuté. Les choses sont souvent difficiles à discerner en morale. Prenons un autre exemple lié à cette question du respect de la vie privée. Page 217-218. Faut-il protéger l'entreprise ou les foetus? Cet exemple réunit plusieurs aspects des rapports entre employés et employeurs vus jusqu'ici, notamment la question de la discrimination également. On peut lire cet exemple, page 217-218. Protéger l'entreprise ou le foetus. Voilà. Voici un cas intéressant qui réunit plusieurs des aspects des rapports entre employés et employeurs dont nous venons de traiter. On trouve dans la petite ville de Bennington, au Vermont, une usine de batteries d'automobiles qui est le fournisseur de compagnies telles que Sears et Goodyear. En 1990, seulement 12 des 280 employés de l'usine étaient des femmes. Et à cause d'elles, et aucune d'elles n'était féconde. Pourquoi? Parce que l'entreprise de Johnson Controls refusait d'embaucher des femmes aptes à avoir des enfants. Elle justifiait ce refus en alléguant que l'air dans une telle usine contient des particules de plomb et d'oxyde de plomb à un niveau acceptable pour des adultes, mais trop élevé pour les enfants et les fœtus. Des études scientifiques, en effet, ont démontré que le plomb peut attaquer le cerveau et le système nerveux central d'un fœtus, bien qu'elle ne disposât pas de preuves formelles
de l'existence de ce problème dans ses usines, Johnson Controls décida néanmoins, par mesure préventive, de n'embaucher que des femmes qui pouvaient fournir la preuve de leur stérilité. Il leur faut dire qu'en cela, elle répondait aux préoccupations de beaucoup de femmes qui demandaient elles-mêmes un transfert lorsqu'elles soupçonnaient que leur emploi comportait des risques pour leur fœtus, et ce même en l'absence de preuves scientifiques irréfutables. D'autre part, il est clair qu'en agissant de la sorte, l'entreprise voulait également se protéger contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Cependant, plusieurs femmes ont manifesté leur opposition à la décision de la Johnson Controls. Elles craignaient que la généralisation de ce genre de politique ait pour effet d'exclure les femmes d'un secteur d'emploi traditionnellement réservé aux hommes. Il y avait là, estimait-elle, une pratique discriminatoire à l'égard des femmes, sous couvert d'un souci de protection des fœtus. C'est sur cette base que la United Automobile Workers, un syndicat qui représente une grande partie des employés de la Johnson, a porté l'affaire devant les tribunaux. Un autre motif de contestation a été invoqué. La pratique de l'entreprise constituait une intrusion dans la vie privée des employés, puisqu'elle les forçait à dévoiler publiquement leur infécondité. Enfin, on peut aussi soutenir que l'entreprise péchait par paternalisme et ne reconnaissait pas aux femmes la liberté et l'autonomie fondamentales en vertu desquelles il revient à elles seules de décider ce qu'elles veulent faire dans ce genre de situation. La compagnie a rétorqué qu'elle avait la responsabilité morale de protéger les êtres qui se trouvent ici totalement vulnérables et incapables de se défendre, en l'occurrence les fœtus. Elle a de plus invoqué ses obligations face aux actionnaires qui auraient à payer les compensations qu'un tribunal pourrait accorder à des enfants nés avec des désordres du système nerveux. La Cour suprême des États-Unis a statué sur cette cause en donnant raison au syndicat. Elle a déclaré la Johnson Controls coupable de discrimination sexuelle. Dans son jugement, elle a avancé l'argument suivant. Le système reproducteur des hommes peut lui aussi subir des effets débilitants de l'exposition au plomb. Mais la Johnson ne s'est pas souciée de l'éventuelle progéniture de ses travailleuses. Elle n'a pas appliqué aux hommes les conditions consistant à fournir une preuve de stérilité. En revanche, il y eut désaccord entre les juges sur d'autres points. La majorité des juges considéraient que le genre de politique pratiqué par la Johnson devait être prohibé, qu'il était inacceptable de placer une femme devant l'obligation de choisir entre avoir un enfant et avoir un emploi. Ils ont considéré que c'était aux futurs parents de prendre la résolution concernant la santé des enfants à naître. Mais une minorité de juges a reconnu au contraire que le souci de ne pas faire tort à des tiers était généralement justifiable. Mais en ajoutant qu'une politique de protection des fœtus n'était défendable que si l'employeur manifestait la même diligence à l'égard des autres problèmes de santé liés aux conditions de travail de ses salariés. Voilà un exemple intéressant qui réunit pas mal de problématiques liées à l'éthique des affaires, la question de la discrimination, la question du respect de la vie privée, la question de la sécurité d'une certaine manière aussi au travail, sécurité sanitaire des travailleuses et des travailleurs. Ce genre de cas n'est pas facile à trancher et diverses positions, diverses philosophies morales, peut-on dire, se combattent. Il est toujours plus facile de théoriser que de prendre position dans des situations concrètes données.
question importante est celle de la dénonciation publique. Autre exemple de problème éthique dans les entreprises. On dit généralement que l'employé a le devoir d'être loyal envers son employeur. Mais que se passe-t-il quand il se croit tenu de dénoncer publiquement des pratiques immorales ou illégales qui ont cours dans l'entreprise où il travaille ? Par exemple, en 1986, la navette Challenger a explosé en vol. Certains ingénieurs avaient connaissance de problèmes techniques pouvant entraîner cette explosion et avaient tenté d'en informer le responsable, de faire prendre conscience aux responsables de l'importance de ces problèmes techniques, mais rien n'y a fait. On a quand même lancé la navette qui a explosé et qui a tué. Cette explosion a tué 7 ou 8 personnes. On peut avancer le principe de la responsabilité prospective de Hans Jonas, selon lequel, finalement, ces ingénieurs auraient dû dénoncer publiquement ce problème, qu'ils étaient responsables de manière prospective des conséquences du fait de ne pas tenir compte de leurs avis d'experts en matière d'ingénierie et des risques donc réels liés au lancement de la navette. Mais d'autres diront que l'éthique un peu libertarienne, des droits négatifs, leur intimait de s'en tenir à leur travail, à leur niveau de responsabilité, à ne pas être déloyal et à ne rien dire. Ce n'est pas ma responsabilité, j'ai fait mon travail, j'ai rempli mon contrat, basta. Qu'en est-il donc ? L'employé peut invoquer son droit à dire ce qu'il pense, l'employeur son droit à la propriété, et il y a aussi le fait qu'on voit rarement que c'est l'employé qui gagne quand il y a un conflit entre l'employé et l'employeur. En général, l'employé qui ose dénoncer publiquement un problème dans l'entreprise se fait massacrer, on peut le dire, par l'employeur. Soit qu'il se fait licencier, avec parfois une ligne rouge sur son CV et des attaques contre sa réputation, soit qu'il ne se fait pas licencier mais qu'il est mis sur une voie de garage. Certains invoqueront aussi l'impératif catégorique de Kant. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. C'est le fameux impératif catégorique de Kant. Mais que faut-il universaliser ? Tous doivent se taire ou tous doivent parler ? On propose, pour sortir de ce genre de dilemme, des compromis. Mettre en place des lignes téléphoniques où on peut dénoncer, mais de manière anonyme, un problème. Ou bien encourager la dénonciation, mais après un changement d'emploi, pour être à l'abri de la fureur de l'employeur et protéger contre l'inégalité de force entre l'employeur et l'employé. Mais, diront certains, cela affaiblit l'action.
en laissant planer des doutes sur les dénonciateurs. Il dénonce de manière anonyme, il écrit une lettre anonyme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il veut nuire? Est-ce qu'il veut se venger parce qu'il n'a pas eu une promotion? C'est extrêmement difficile. C'est aussi le problème de tous ces lanceurs d'alerte, d'une certaine manière, qui lancent parfois des alertes contre leur employeur. Intervient aussi dans l'argumentation, dans le débat, l'éthique des vertus, quand on dit que la dénonciation est quelque chose de vicieux, un acte de trahison, mais d'autres diront que quand on voit certains abus, on ne peut pas se taire. Ce serait aussi de la lâcheté que de ne rien dire. On voit la complexité du débat. Et encore une fois, ici, trancher n'est pas aisé. On voit qu'en morale, bien souvent, les cas concrets ne sont pas faciles à régler. Autre exemple encore, le marketing. Jusqu'où est-ce moral de faire du marketing et comment faut-il faire du marketing? Quel lien l'entreprise doit-elle et peut-elle entretenir avec les consommateurs? Est-ce que tout est permis en ce domaine? Quand on fait du marketing, certains diront qu'on ne respecte pas la personne qui est utilisée comme un moyen au profit de la vente et non pas respectée comme une fin. Cela irait contre le principe kantien du respect dû à la personne. Il faut toujours considérer dans l'action qu'il faut respecter aussi la personne, comme une fin en soi, et pas seulement comme un moyen. Mais d'autres diront qu'il faut informer les personnes, et c'est le rôle du marketing, informer les personnes, créer des échanges satisfaisants pour les consommateurs et les vendeurs. Ils argumenteront en disant que la commercialisation, le marketing n'est qu'une étape dans le processus de la main invisible. Et encore une fois, s'il y a des gens malhonnêtes, mais le marché se régulera de lui-même via les tribunaux qui devront agir. Bien souvent, toutefois, dans les faits, la tactique publicitaire est abusive. On constate qu'elle est à bien des égards mensongère, dissimulatrice, manipulatrice, qu'elle ne propose pas vraiment les informations utiles, mais plutôt du charme. Dans ce cas, on peut se poser vraiment des questions sur la moralité de ces pratiques de marketing quand il s'agit de faire du charme, d'être à la limite du mensonge pour attirer le client. On observe aussi la diffusion de messages irresponsables. Les questions morales relatives à la publicité ne se limitent pas aux moyens utilisés, mais aussi concernent le contenu même des publicités. On voit des publicités pour des voitures très rapides. Mais est-ce responsable quand on sait que nombre de personnes, et entre autres des jeunes en particulier, se tuent chaque année en voiture à cause des excès de vitesse? Pourquoi alors faut-il faire de la publicité pour des voitures qui roulent à du 240 à l'heure alors qu'on sait bien que c'est illégal de rouler à du 240 à l'heure, en tout cas dans la plupart des pays, et que c'est immoral de prendre des risques pareils? Peut-on franchement penser? Autre exemple, les aliments pour enfants, qui ne sont pas bons pour la santé. Et pourtant, on en fait la publicité.
On connaît pourtant les nombreux problèmes d'obésité, entre autres aux États-Unis. Les publicités mettent en valeur des portions trop grosses, trop grasses pour la santé des enfants. Est-ce moral de faire cela? Ces pratiques de publicité ne sont-elles pas immorales? Les libertariens diront à nouveau qu'on respecte les règles du jeu, et c'est aux consommateurs d'être vigilants et d'assumer la responsabilité de ses décisions. Mais une autre position consistera à dire qu'il y a une inégalité de pouvoir, de force, entre le vendeur et l'acheteur, l'enfant par exemple. Les spécialistes de la commercialisation disposent de connaissances et de ressources énormes. Ils sont spécialisés dans la psychologie du consommateur qu'ils étudient à fond. Et ils savent donc plus facilement le manipuler. Prenons un cas de figure remarquable, celui de l'industrie pharmaceutique. On observe dans cette industrie de très nombreux problèmes moraux, et nous pouvons encore prendre un exemple en lisant les problèmes relevés ici, page 225, 226. On peut lire cela à partir d'ici. La liste des tactiques moralement condamnables ou discutables employées par les compagnies pharmaceutiques est démesurément longue et a fait l'objet de nombreux ouvrages critiques. En voici, heureusement, un aperçu. Manipuler les résultats des recherches scientifiques, supprimer ou trafiquer des données défavorables, cacher des recherches, biaiser carrément la présentation des résultats, employer des chercheurs complaisants placés en conflit d'intérêts, tenter de bâillonner des chercheurs dont les recherches peuvent nuire à leur intérêt, retarder tant qu'elles le peuvent la diffusion publique d'informations sur les dangers d'un médicament de manière à pouvoir engranger les profits le plus longtemps possible, exclure des essais cliniques les catégories de personnes les plus susceptibles de souffrir des effets secondaires du médicament, jeunes, personnes âgées, femmes, ainsi pour le Viagra, des personnes souffrant de haute pression, de problèmes cardiaques et d'ulcères ont été exclus au départ. Point suivant, médicaliser des phénomènes ordinaires et naturels comme la ménopause, la perte d'intérêt pour le sexe ou la timidité. Autre point, abaisser les seuils de détection des maladies pour élargir le bassin de patients à traiter. Exemple, on a inventé la préhypertension, prélude à l'hypertension, et créé un médicament ad hoc. Point suivant, recycler à peu de frais un médicament existant en y apportant un changement mineur ou en lui inventant une application à d'autres maladies ou à de nouvelles maladies inventées, ce qui permet de prolonger la durée de protection du brevet. Il faut préciser ici que la grande majorité des nouveaux médicaments qui apparaissent sur le marché ne contiennent aucune innovation notable, soit qu'ils sont de simples dérivés de médicaments existants, soit qu'ils sont semblables à d'autres médicaments existants. Tout se joue en fait sur le terrain du marketing et on remarquera que les médicaments qui fonctionnent vraiment bien, comme l'insuline, la morphine ou la trithérapie contre le sida, n'ont pas besoin de publicité. Monopoliser les activités de formation continue auprès de médecins ou de pharmaciens et les transformer en tribunes publicitaires. Ainsi, Novofram a organisé une croisière de 2 semaines en mer Baltique qui tenait lieu de séminaires de formation auprès de 100 000 pharmaciens. Un coût de 1 million de dollars canadiens. Point suivant, pratiquer un marketing énergique auprès des médecins,
il y en a plus de 90 000 représentants employés par les pharmaceutiques aux États-Unis. Leur offrir des cadeaux, accorder des subventions aux universités en échange de collaborations payantes. Autre point, pousser les consommateurs à consommer des médicaments inefficaces ou inutiles par un marketing agressif. Pour prendre l'exemple le plus simple, malgré le fait qu'il n'existe aucune façon de prévenir ou de guérir réellement un rhume, le marché mondial des médicaments contre le rhume avoisine les 10 milliards de dollars. Point suivant, payer les fabricants de médicaments génériques pour qu'ils ne mettent pas leurs produits en marché. On voit que les problèmes d'éthique en pharmacie sont très nombreux. Et que là où on aurait l'impression que c'est la science qui prime, eh bien souvent c'est de nouveau le marketing et l'argent qui a le dernier mot malheureusement, ou qui a le plus de poids quand on entend que le budget du marketing pharmaceutique est 3 fois ou 4 fois plus grand que le budget de la recherche en pharmacie. On peut critiquer cela à partir de l'utilitarisme en disant qu'il faudrait concentrer les recherches sur les maladies qui nuisent le plus gravement au plus grand nombre, puisque dans la philosophie utilitariste, il faut chercher le bonheur du plus grand nombre. Or, ce n'est pas le cas. Le paludisme tue 1 million de personnes chaque année, mais peu de recherches sont menées pour développer des remèdes et soigner le paludisme. On se concentre souvent sur les maladies qui peuvent rapporter le plus d'argent. Quand on demande des subsides à l'université, on doit proposer des projets de recherche sur des sujets qui sont susceptibles de rapporter de l'argent à l'industrie pharmaceutique. Si on propose un projet de recherche sur une maladie qui ne va pas, entre guillemets, rapporter de l'argent, on risque fort de passer après d'autres. Avoir des subsides pour son labo implique de proposer des projets de recherche qui vont payer, plutôt que des projets de recherche qui vont aider les pays pauvres, par exemple. Moins de 10% des fonds de recherche sont affectés aux conditions qui représentent 90% des causes de maladies et de mortalité. 90% des causes de maladies et de mortalité de populations sans doute plus pauvres. Mais les libertariens diront que les compagnies ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur argent. C'est leur liberté, leur propriété privée. Et qu'elles n'ont pas plus que les autres l'obligation de se transformer en organismes de bienfaisance. Elles apportent leur pierre et puis les autres n'ont qu'à faire leur travail également. Dans ce domaine, on peut quand même se demander s'il n'y a pas une différence fondamentale entre les biens de consommation courants et les médicaments vitaux du point de vue moral. On peut encore peut-être lire l'exemple, page 227, deuxième paragraphe. Certains pays comme l'Afrique du Sud et le Brésil ont pris des initiatives pour rendre accessibles les médicaments anti-sida. L'Afrique du Sud a voté une loi lui permettant de produire et de vendre ces médicaments à des prix très inférieurs à ceux demandés par leurs fabricants. Rappelons que plus de 250 000 personnes y meurent du sida chaque année. Or, 41 compagnies pharmaceutiques ont intenté des poursuites contre ce pays pour l'empêcher de mettre sa loi en application.
Elles y ont finalement renoncé à la suite du déferlement de protestations que leur initiative a provoqué dans le monde entier. Le Brésil offre quant à lui la trithérapie contre le sida gratuitement à sa population en fabriquant lui-même des médicaments génériques à un coût 79% moins élevé que le médicament breveté. La seule économie en coût d'hospitalisation lui a permis d'autofinancer ce programme. Les compagnies pharmaceutiques concernées ont déposé une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce à ce sujet, en arguant que cette pratique viole la réglementation de l'OMC sur la propriété intellectuelle. Mais cette réglementation prévoit des exceptions en cas d'urgence nationale, et c'est ce que le Brésil fait valoir pour se justifier. Un autre argument non négligeable est que ces compagnies ne perdent rien dans l'affaire, puisque de toute façon, elles n'auraient pu vendre leurs produits aux citoyens brésiliens en raison de son prix prohibitif. Voilà, toute une série de questions que pose le monde de l'entreprise, des affaires. Xavier, face à toutes ces questions, auxquelles on n'a pas répondu forcément, quelle serait ta position? Est-ce que tu serais plutôt libertarien, partisan de Hans Jonas, une éthique des vertus, une intervention de l'État dans tel ou tel domaine? Je crois quand même une certaine intervention de l'État. Enfin, ça dépend un peu le domaine, quoi. Oui. Quand tu es dans le domaine médical, ben un peu comme on subit aujourd'hui, une intervention de l'État s'avère même capitale avec aussi des sanctions à la clé. Voilà, Donc une éthique des normes alors, une éthique des normes, dans ce cas-ci plus que des valeurs. Là on touche quand même à quelque chose d'assez sensible et aigu. Maintenant, quand on est plus dans le cas, par exemple, de construction d'objets qui seraient mal conçus, avec des vis cachées, quand même, on entre un peu dans ce débat qu'on avait évoqué. Il y a des fautes vincibles et invincibles. Ce fameux cas. Il y a une responsabilité énorme, quoi. Donc le fait l'État doit quand même protéger la faible connaissance du consommateur, quoi. C'est ça. Il y a donc là un rapport de force qui est inégal et l'État doit intervenir pour ne pas que le dirigeant de l'entreprise ou l'homme d'affaires soit quasi est trop facile, quoi, soit quasi tout puissant. Un cas qu'on n'a pas évoqué ici, mais par exemple, maintenant qui commence à faire grand bruit, on a incriminé les graisses de tous les maux, et en même temps la consommation de sucre a augmenté, ce qui a provoqué bien plus l'obésité que les graisses. Voilà. Donc aujourd'hui on sait bien que l'excès de sucre provoque toutes sortes de maladies. Des cancers notamment. Des cancers, des maladies du foie, etc. Voilà, tout ça à des fins commerciales. Et là, vraiment, nous, comme consommateurs, on n'a pas les capacités de faire nous-mêmes les tests, de savoir le vrai du faux. Il faut que des scientifiques puissent nous informer. Et là, on est vraiment démunis face à l'alimentation. On nous fait souvent gober n'importe quoi. Donc, on a un certain devoir d'information, mais dans la limite de nos mesures, de nos possibilités. C'est ça. Puis parfois, au bout d'un moment, à qui se fier, quoi. C'est ça. Si à un moment donné, c'est pas un État qui joue un rôle d'arbitre avec des gens qui cherchent la vérité, on est mal, quoi. D'où l'intérêt des labels, par exemple.
avoir des labels qui garantissent aux consommateurs une certaine qualité du produit, un label éthique aussi. Justement, l'importance des labels, on n'en a pas parlé, mais on doit en parler maintenant. Commerce équitable. Et le contrôle de ceux-ci. Et le contrôle des labels. Les labels commerce équitable, justement, commerce éthique, sont nés justement pour répondre à toutes ces questions. Le consommateur, une des clés vraiment, c'est de comprendre que le consommateur, contrairement à ce que dit le libertarien, il n'est pas dans une position telle qu'il peut choisir librement. Il est dans une position de faiblesse, une position d'infériorité. Et il a beau se renseigner, il ne sait pas se renseigner sur tout. Moi, quand j'achète une nouvelle voiture, un nouvel ordinateur, je me renseigne autant que possible. Mais je ne suis pas en mesure de faire moi-même l'analyse. Il faut que je trouve au moins sur Internet des sites avec les conclusions de spécialistes qui me disent telle marque respecte un certain code éthique, telle marque ne le respecte pas. Et donc c'est important, c'est le label, une information donnée au consommateur qui n'est pas capable, et d'ailleurs il n'a pas non plus, je pense, à lui-même faire toutes les analyses. Puis je pense que dans le schéma, il y a l'État. L'État a son rôle à jouer certainement. Mais il y a aussi des contre-pouvoirs, comme oui. par exemple des associations de consommateurs. Par exemple, oui. Joue souvent un grand rôle parce que l'État lui-même ne peut pas tout, il peut se faire lui-même berner. Oui, il peut être lui-même d'ailleurs un manipulateur. Donc c'est bien d'avoir, je pense, différents types de contre-pouvoirs qui vont quelque part on va dire s'auto-aider, ou se contrôler l'un l'autre, ou alors s'avertir plutôt l'un l'autre pour être positif. Oui. Mais alors jusqu'où va, à ton avis, ce contrôle de l'État? Est-ce que tu en as déjà parlé, est-ce que c'est dans tous les domaines de la même manière, etc. C'est à bien doser, je pense. Il y a des domaines prioritaires, des domaines moins prioritaires. Et encore une fois, il y a aussi cette idée, donc en philosophie morale fondamentale, cette fois-ci, du rapport entre la morale et le droit, et le rôle de l'État. L'État donc intervient, oui, doit intervenir pour protéger le citoyen qui n'est pas en mesure de faire le poids face à la puissance du chef d'entreprise, de la multinationale. Donc il y a un rôle régulateur de l'État, mais en même temps l'État est appelé à assurer un certain minimum. Et après c'est à la conscience personnelle de chaque agent moral de en toute liberté prendre ses décisions quand même, ou sinon je veux dire, le droit n'a pas la mission de tout régler en morale. En morale, c'est aussi la conscience personnelle des gens qui doit agir. Donc il y a une sorte de dosage de l'intervention de l'État intelligent à faire. Et je pense que ce qui est très efficace aussi, c'est quand on montre que même économiquement parlant, donc dans le domaine de l'éthique des affaires, quand on montre que même économiquement parlant, c'est bon pour les affaires d'être éthique. Et là, le consommateur a une responsabilité parce qu'il doit montrer, lui, consommateur, du fait de sa conscience personnelle. Donc il y a le rôle de l'État qui doit protéger le consommateur, mais il y a aussi le consommateur qui, en conscience et de manière libre, doit dire non. Étant informé, bien sûr, comme il le faut, il doit dire non en conscience et de manière libre. Et là, c'est vraiment un acte moral, plus qu'un acte juridique. Un acte moral, véritablement, en conscience, le consommateur doit pouvoir, même s'il n'y est pas obligé par la loi, dire non. Et là, il va faire comprendre à l'entreprise que même économiquement, c'est bon pour elle de respecter un certain nombre de critères moraux, de ne pas exploiter l'environnement à outrance, de ne pas exploiter les travailleurs à outrance,
de ne pas nuire à la santé des employés, etc., etc. Mais ça demande, de la part du consommateur, Exercer sa liberté. d'exercer sa liberté morale en conscience et de renoncer donc à certaines choses. Je peux acheter un smartphone à 600 € produit par une firme qui ne respecte pas certaines exigences morales, qui exploite ses travailleurs en Chine ou en Inde. Je peux aussi acheter un autre smartphone au même prix, mais qui est moins performant sur le plan technique, il fait de moins belles photos, mais il est d'une qualité technique moindre, mais j'ai la garantie que ce smartphone qui a le même prix, mais qui est d'une qualité technique moindre, est produit par une firme qui a davantage d'exigences en matière éthique. Quel choix est-ce que je fais? Là, c'est, je pense, la conscience personnelle du consommateur qui doit poser un acte moral. Il ne faut pas que l'État non plus intervienne dans tous les domaines, je pense. Non. C'est pour ça que c'est important que nous aussi, on cherche en tout cas. Oui. On ne sera jamais parfaitement informé, mais qu'on cherche à s'informer et à faire des choix, s'éclairer le plus possible, se donner des lignes de conduite. Oui. Et s'y tenir. Voilà, eh bien, merci Xavier, merci. Voilà, merci Christophe pour ce rafraîchissement moral, philosophique. Oui. Et donc après les vacances de Pâques, donc, nous aborderons l'éthique de l'environnement, un sujet d'actualité s'il en est. Bonne fête de Pâques à chacun et à chacune, pour celles qui nous regarderont sur Facebook.